Voilà, l'enregistrement a démarré, hein. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents ce soir pour ce webinaire sur le thème l'état de fiscalité et les règles de vote des taux d'imposition, présenté par Samia Melouki, à qui je vais laisser la parole. Et ce webinaire est organisé par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques. À toi, Samia. Bonsoir. Donc, nous allons voir le vote des taux communaux. La présentation va se passer en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le formulaire 1259. C'est le formulaire du vote des taux d'imposition, puisqu'en plus, cette année, il y a un peu des nouveautés. Ensuite, un petit rappel avec exemple sur le vote des règles, sur les règles de vote des taux d'imposition. Un petit zoom sur la nouveauté issue de la loi de finances pour 2024, c'est le cas dérogatoire d'évolution de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et enfin, je vous ai mis aussi, si ça vous intéresse, pour mettre dans votre budget, les imputations comptables pour savoir où rentrer les recettes. Donc, l'état de fiscalité. Alors, l'état de fiscalité que vous recevez en mairie, c'est l'état 1259, l'état de notification des bases. Il contient 3 pages. La première page, c'est celle dont vous allez vous servir pour le vote des taux, que vous devez renseigner une fois que les taux sont votés et que vous devez envoyer au contrôle de légalité avec la délibération de vote des taux, bien entendu signée par le maire. Donc, sur cette première page, vous allez trouver les informations utiles, et notamment les bases d'imposition prévisionnelles par taxe pour l'année… Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mon PowerPoint qui part tout seul. Les bases d'imposition par taxe pour l'année 2024, donc les bases prévisionnelles. Vous allez avoir le taux de référence qui correspond en fait au taux que vous aviez voté l'année dernière. Du coup, en multipliant les deux, ça vous donne le produit de référence, qui est en fait le produit que vous obtiendriez si vous gardiez les mêmes taux d'imposition. Sur cette même partie de tableau, vous avez aussi les taux plafonds, c'est les taux à ne pas dépasser si vous souhaitez faire voter les taux, faire varier les taux, pardon. Et ensuite, c'est la partie que vous devrez renseigner avec les taux que vous allez voter et le produit attendu. Juste en dessous, vous avez une partie qui ne concerne que les communes qui sont situées en zone tendue, c'est-à-dire les communes pour lesquelles il y a la taxe sur les logements vacants. Donc, essentiellement, c'est du côté de l'agglomération de Bayonne. Quand il y a des petits chevrons, c'est que vous n'êtes pas concerné. Ensuite, au milieu, le pavé central, vous n'avez à le remplir que lorsque vous décidez de faire varier vos taux de manière proportionnelle, c'est-à-dire tous les taux dans le même pourcentage. Enfin, vous allez avoir les ressources fiscales pour lesquelles vous n'avez pas de taux à voter. Donc là, on vous les met pour information, mais pour que vous puissiez les renseigner dans le budget. Vous avez les allocations compensatrices. Alors là, c'est la synthèse. On verra que le détail figure en page 2. Pour certaines communes, vous allez avoir la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle. Pour d'autres, vous allez avoir le Fonds national de garantie individuelle de ressources. Attention, alors ça, c'est 2 composantes, c'est lié à la suppression de la taxe professionnelle. Attention, le FNGIR, vous pouvez l'avoir en recette ou en dépenses. Et enfin, vous allez avoir l'effet du coefficient correcteur qui est lié à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, sur les résidences principales. Donc là, dans le cas présent, la commune en question bénéficie d'une attribution du FNGIR, Fonds national de garantie individuelle de ressources, et bénéficie aussi d'un effet positif du coefficient correcteur. Ça veut dire que quand la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée, en fait, ce qu'on lui a donné en taxe foncière ne suffisait pas à compenser la perte de recettes. Et enfin, on va avoir à la fin la partie que vous devez remplir, c'est-à-dire que vous devez renseigner le produit attendu tel qu'il ressort des taux que vous avez votés. À ces produits attendus votés, on va ajouter le total des recettes indépendantes, ici 67 600 €, et ça va donner le total prévisionnel de la fiscalité pour 2024.
La page 2 va vous donner des informations complémentaires. Notamment, on va avoir le détail des allocations compensatrices. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que les allocations compensatrices, taxes d'habitation et foncier, ne s'imputent pas au même endroit dans le budget. Ce sont deux articles comptables différents. On va aussi avoir des informations sur les bases qui sont exonérées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a distingué les bases exonérées par le Conseil, c'est-à-dire quand vous avez pris des délibérations pour décider d'exonération totale ou partielle, ou bien par la loi. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand c'est la loi qui décide d'exonération, vous bénéficiez d'une compensation. Et quand c'est vous qui prenez la décision par une délibération, bien entendu, ce n'est pas compensé. Vous allez également avoir sur ce document des informations complémentaires sur les bases de taxes d'habitation et notamment les communes, donc pas celles qui sont en zone tendue, les autres, qui ont délibéré pour dire que les logements vacants étaient soumis à taxes d'habitation. Vous allez retrouver ici dans le détail des bases de taxes d'habitation à la fois les résidences secondaires et à la fois les logements vacants qui sont soumis à la taxe d'habitation. Vous avez également des informations sur le niveau de votre coefficient correcteur, votre taux de foncier bâti pour 2020, puisque c'est lui qui sert toujours de référence pour le calcul du produit dont vous allez bénéficier par le coefficient correcteur. Et ensuite, on va retrouver la nouveauté en bas qui est la majoration dérogatoire de taxes d'habitation. C'est là qu'on va voir si vous pouvez en bénéficier ou pas et dans quelle hauteur, à quelle hauteur. Alors, je passe vite là-dessus puisque je vais vous en parler plus en détail après. Et enfin, la troisième page de l'état de fiscalité, là, elle est vraiment purement informatique. On vous explique comment a été calculé le coefficient correcteur qui est applicable à votre commune. Voilà, donc là, c'est vraiment de l'information. Donc, Céline, s'il y a des questions, tu m'arrêtes. Hein. Donc, ensuite, les règles d'évolution des taux. On peut faire évoluer les taux d'imposition de deux manières, soit de manière proportionnelle, soit de manière différenciée. La variation proportionnelle, ça veut dire que l'on choisit de faire évoluer ces taux selon le même pourcentage à la hausse ou à la baisse. Donc, on est vraiment dans la même proportion. La limite, c'est celle qu'on a vue il y a 2 pages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les taux plafonds. Donc, par exemple, j'ai cette commune qui veut faire varier ses taux de 3%. Elle doit respecter les taux plafonds. Bon, là, on voit qu'on est très, très éloigné, donc il n'y aura pas de difficulté. Donc, on va remplir le pavé central. Si je veux faire varier de 3%, alors attention, hein, il faut bien mettre 6 décimales après la virgule. Ça veut dire que mon taux de foncier bâti passe de 24,57 à 25,31. Mon taux de foncier non bâti passe de 32,10 à 33,06 et mon taux de taxe d'habitation de 10,30 à 10,61. Donc, ça veut dire qu'en termes de produit, ensuite, je reporte le produit et ça me permet de calculer l'évolution du taux de manière proportionnelle. Donc, tout dans la même proportion. Seconde possibilité, c'est la variation différenciée. Donc là, on va avoir deux règles, des règles à la hausse et des règles à la baisse. À la hausse, ça signifie que le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut pas augmenter plus que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Deuxième règle, le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne peut pas augmenter plus que le taux de foncier bâti ou que le taux moyen pondéré des taxes foncières. Je vous expliquerai sur la diapo suivante comment est-ce qu'on calcule le taux moyen pondéré et son évolution. Pourquoi est-ce que je vous parle que de ces règles-là? Parce qu'il y a des règles par rapport à la cotisation foncière des entreprises, mais vous n'êtes pas concernés puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, toutes les communes du département font partie d'une communauté de communes ou d'agglomération à fiscalité propre unique. Ça veut dire que la fiscalité des entreprises est perçue par la communauté. Donc, vous n'êtes pas concerné par la règle sur la CFE. À la baisse, la règle est que
le taux de foncier non bâti ne peut pas diminuer moins que le taux de foncier bâti et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne peut pas diminuer, diminuer moins que le taux de foncier bâti ou que le taux moyen pondéré des taxes foncières. Donc, en gros, ça veut dire que le taux qui est pivot, sur lequel on se fonde à chaque fois, c'est le taux de foncier bâti. En réalité, le taux de foncier bâti, c'est le seul que l'on peut faire évoluer complètement librement. C'est-à-dire qu'on peut augmenter sans augmenter les autres. Voilà. Tandis que le taux de foncier non bâti et le taux de taxe d'habitation résidence secondaire, on est obligé d'augmenter le foncier bâti pour pouvoir les augmenter. Sauf, on va le voir, le cas dérogatoire pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, le taux moyen pondéré, son calcul et son évolution. Alors, le taux moyen pondéré des taxes foncières, on va d'abord le calculer en prenant les bases prévisionnelles 2024 et les taux de référence. Alors, pour l'exemple, on va dire que la commune en question, elle veut augmenter son taux de foncier bâti de 3% et son taux de foncier non bâti, elle veut le laisser stable. Et du coup, elle veut savoir jusqu'à quel taux elle peut faire monter son taux de taxe d'habitation. Donc, première étape, on va calculer le taux moyen pondéré avec les taux de 2023. Donc, on va prendre pour ça le produit calculé avec 24,57 et 32,10%, c'est-à-dire les produits qui sont dans la colonne produit de référence, et on va diviser cette somme par l'addition des bases d'imposition de foncier bâti et de foncier non bâti, ce qui nous donne un taux moyen pondéré de référence de 24,83%. Ensuite, on va calculer le taux moyen pondéré avec les taux que l'on veut voter en matière de foncier bâti et de foncier non bâti, ce qui nous donne un taux moyen pondéré de 25,55%. On va donc regarder quelle est l'évolution de 24,83 à 25,55. C'est une évolution de à peu près 2,89, enfin 2,90%. Donc, la règle, c'est que mon taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pourra pas évoluer plus que ce coefficient-là, parce qu'en fait, on va regarder, donc soit il évolue, il ne peut pas évoluer plus que le taux de foncier bâti ou que le taux moyen pondéré, et on prend la moins forte des deux augmentations. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas ici faire augmenter le taux de taxe d'habitation de 3%, on ne peut le faire augmenter que de 2,90%, soit un taux de 10,60%. Oh, pardon, je suis désolée, j'ai le PowerPoint qui part tout seul. Voilà. Donc là, c'est l'application du taux moyen pondéré. La dérogation. Alors là, la dérogation, elle concerne les communes qui ont un taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui est inférieur à 75% de la moyenne départementale de l'année précédente. Ces communes-là ont la possibilité d'augmenter leur taux de taxe d'habitation résidence secondaire sans augmenter le foncier, dans la limite de 5% de la moyenne départementale. Et il ne faut pas que le nouveau taux dépasse 75% de la moyenne départementale. Donc, un exemple, enfin 3 exemples. La première commune a un taux de 12,76%. La seconde commune a un taux de 12,28% et la troisième commune a un taux de 10,30%. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez les informations dans l'état de fiscalité, dans le petit pavé. Donc ici, quand on regarde les 3 petits pavés des communes, on constate que pour la première commune, son taux de 2023 est supérieur, décidément, est supérieur aux 75% du taux départemental. Donc, elle ne peut pas utiliser l'augmentation dérogatoire. Donc, ça veut dire que cette commune, si elle souhaite faire évoluer son taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle doit obligatoirement augmenter ses taux de foncier. La seconde commune, elle a un taux de 12,28%. Donc, on est bien en dessous de 12,59. Elle a une possibilité d'augmentation. Cependant, sa possibilité d'augmentation est limitée
puisqu'elle ne doit pas dépasser 75% de la moyenne départementale. Donc, elle ne pourra faire augmenter son taux que de 0,31. Et la dernière, qui est celle dont on a vu l'état de fiscalité au début, elle a un taux qui est à 10,30. Donc, elle est bien en dessous du taux de 75% du taux moyen départemental et elle pourra utiliser la totalité de la majoration, c'est-à-dire 0,839, donc ça fait 0,84. Ce qui veut dire que la commune à 12,28, elle a un taux maximum dérogatoire à 12,59 et la commune Artigues-Loutan, pour ne pas la citer, elle a un taux dérogatoire maximum à 11,14%. Mais ça veut dire aussi que l'année prochaine, elle sera toujours en dessous de 75% de la moyenne et elle pourra de nouveau utiliser la dérogation. Donc voilà pour cette règle. Alors, on a eu des hésitations par rapport à cette règle, puisque sur différents documents, on voyait apparaître un taux moyen départemental de taxe d'habitation sur les résidences secondaires affiché à 25,51%. Or, en réalité, ce taux de 25,51% correspond non seulement aux résidences secondaires, mais également aux logements vacants. Donc, le vrai taux moyen de taxe d'habitation résidence secondaire départementale est à 16,78%. D'où le fait que certaines communes pensaient en bénéficier et finalement ne pouvaient pas en bénéficier. C'est notamment le cas de la première commune qui pensait pouvoir utiliser la règle dérogatoire, mais qui n'a pas pu le faire. Alors, du coup, les imputations comptables, je vous ai mis les deux plans de compte, mais en réalité, les deux plans de compte, les imputations sont les mêmes. Donc, on va avoir sur le premier numéro de compte, qui est la fiscalité, à la fois le produit des ressources fiscales avec les taux votés et plus ou moins l'effet du coefficient correcteur, puisqu'il se peut que vous ayez un coefficient correcteur qui vienne réduire votre recette. Et faites attention au Fonds national de garantie individuelle de ressources, puisqu'il peut être à la fois en recettes et en dépenses. Donc voilà. Alors du coup, Céline, je te propose de couper l'enregistrement